Réparer l'injustice faite à l'Afrique en réformant l'Organisation des Nations Unies. 75 ans après la création de l'ONU, sa réforme est demandée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est engagé à organiser des élections libres et transparentes en novembre prochain. La quintessence du discours du chef de l'État à la tribune virtuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est à suivre dans ce journal. Leurs publications sur la toile peuvent envenimer la situation dans un contexte préélectoral et de terrorisme au Burkina Faso. Les web activistes sont appelés à jouer un rôle important dans l'apaisement du climat socio-politique. Un forum national réunit ses influenceurs depuis ce matin à Ouagadougou. C'est un mal qui ronge le secteur des transports, des camions poids lourds surchargés sur les différentes routes nationales. Le préjudice est énorme. En plus des vies humaines menacées, le patrimoine routier est sérieusement dégradé. Chaque année, les effets de la surcharge sont évalués à plus de 30 milliards de francs CFA, alors que les verbalisations ne rapportent que 2 milliards au trésor public. À qui la faute? Acteurs étatiques, chauffeurs routiers et autres transporteurs se rejettent la balle. C'est le dossier de ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Un par un, les chefs d'État du monde se succèdent à la tribune virtuelle des Nations Unies à l'occasion de la 75e Assemblée générale de l'institution. Ce 24 septembre, le président du Faso a livré son discours. Le chef de l'État s'est exprimé sur des questions d'ordre national et international, de la nécessité de réformer les Nations Unies en passant par les défis sécuritaires, les enjeux électoraux au Burkina Faso et la pandémie du coronavirus. Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas donc occulté aucun sujet. Je vous invite à suivre un extrait de son allocution prononcée depuis Kosian. La pandémie de la COVID-19 est une crise multidimensionnelle qui risque d'anéantir tous les efforts en matière de développement dans de nombreux pays, surtout ceux touchés par les conflits. C'est pourquoi le Burkina Faso remercie le secrétaire général de l'ONU pour son appel mondial à la solidarité. Je saisis l'occasion pour saluer les mesures d'allègement de la dette en faveur des pays en développement, mais surtout pour lancer un appel pour son annulation pure et simple. 75 ans après sa création et après plus de 20 ans de négociations intergouvernementales, la réforme des Nations Unies se fait encore et toujours attendre. Pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elle doit permettre de réparer l'injustice faite à l'Afrique et que la revendication africaine est une aspiration légitime. Je réitère donc le soutien de mon pays à la position commune africaine, telle que reflétée dans le consensus des Zuluini et la déclaration de Sirte, au terme desquels l'Afrique doit être pleinement représentée dans tous les organes de décision de l'ONU, en particulier au Conseil de sécurité. Dans cette guerre contre le terrorisme dans la région du Sahel, je voudrais saluer le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale. Preuve, s'il en était encore besoin, que la lutte contre le terrorisme est une question de sécurité internationale. Cependant, il faut regretter que la dite force n'ait toujours pas atteint le niveau opérationnel souhaité. Aussi voudrais-je réitérer notre appel au Conseil de sécurité pour que cette force soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et bénéficie d'un financement pérenne. Je lance aussi un vibrant appel à tous les partenaires à soutenir activement la coalition internationale pour le Sahel créée en janvier 2020 à Pau, en France. Au Burkina Faso, les électeurs iront aux urnes le 22 novembre 2020 pour les élections couplées présidentielles et législatives. Toute la classe politique, majorité comme opposition, a décidé de manière consensuelle d'aller aux élections en dépit de l'insécurité qui prévaut dans certaines régions du pays. Je réaffirme l'engagement de mon gouvernement à organiser des élections transparentes, inclusives et apaisées.
Le président du Faso s'engage à organiser des élections libres et transparentes. Vous l'avez entendu, mais l'entité qui a la lourde responsabilité de valider les résultats des élections, c'est le Conseil constitutionnel, la juridiction, qui s'active à jouer pleinement sa partition. C'est l'heure d'outiller ses membres sur le contrôle de la régularité, de la transparence et de la sincérité des élections. Abdou Aziz Saré nous en dit plus. Il a assumé sa responsabilité dans l'organisation des élections de 2015. Le Conseil constitutionnel est appelé cette année encore à jouer sa partition pour les élections couplées du 22 novembre prochain. Le défi semble plus énorme cette année pour l'institution de Kassoum Kambou. Ces élections couplées se tiendront dans un contexte particulièrement difficile pour le Burkina Faso, touché de plein fouet par le terrorisme dans plusieurs régions, entraînant ainsi de nombreux déplacés internes. Pour permettre malgré tout à ses membres de jouer efficacement leur rôle dans la conduite du processus électoral qui doit aboutir à des résultats acceptés de tous, le Conseil constitutionnel a jugé bon de les outiller en rudiments nécessaires. Cette formation sur le contrôle de la régularité, de la transparence et de la sincérité des élections se tient dans ce sens. Avant les élections, les citoyens peuvent contester les candidatures. Et pendant les scrutins, on peut dénoncer des irrégularités. Le résultat final peut être contesté, c'est des éventualités. Il faut qu'on soit prêt à tout ça. Et enfin, comment rédiger les décisions qui seront prises? Parce qu'il faut que non seulement on rende des décisions, vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel sont importantes, il n'y a pas de voie de recours. Une fois qu'on rend une décision, c'est définitif. D'abord, il faut rendre une décision, et les décisions, ça s'adresse avant tout aux citoyens. Parce que c'est eux qui nous ont, grâce à eux que nous sommes là. C'est grâce à eux que les politiciens se battent pour avoir leur mandat. Donc, il faut aussi des décisions que les citoyens puissent comprendre dans la lecture, qu'ils comprennent ce qu'on a voulu dire, mais pas employer des termes juste pour les spécialistes. Voilà un peu, entre autres, les différents thèmes sur lesquels nous allons nous pencher pendant 72 heures. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux processus électoraux du Burkina Faso. Il est financé par le programme des Nations Unies pour le développement, qui marque ainsi son attachement au bon déroulement des élections. Et dans le cadre de ce projet, il y a une composante qui soutient bien sûr le renforcement des capacités des différentes institutions et parties prenantes au processus électoral, mais il y a aussi une composante qui prévoit un appui pour la prévention des conflits et la gestion du contentieux électoral. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui ici, à côté du Conseil constitutionnel, en appuyant cet atelier pour le renforcement des capacités des membres du Conseil constitutionnel. Le juge constitutionnel a un mandat de 9 ans non renouvelable. Il est indépendant et n'a de compte à rendre à aucune autorité, ni au chef de l'État, ni au Premier ministre. Personne non plus ne peut lui dicter la conduite à tenir au niveau de ses décisions. Pour des élections apaisées, le Conseil constitutionnel a un rôle prépondérant. Les web activistes aussi, ces journalistes de type nouveau, sans forcément une formation qualifiée, peuvent facilement influencer négativement les 1 600 000 Burkinabés qui sont sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte préélectoral et de terrorisme au Burkina Faso, il est question de canaliser le discours des web activistes. Un forum national se tient depuis ce matin. Luco Pagbelgem. Avant et après l'insurrection populaire et jusqu'à nos jours, la toile n'a cessé de s'enflammer au Burkina Faso. Si rien n'est fait pour encadrer ces jouxtes verbales sur Internet, il est à craindre que le pays lui-même ne s'enflamme à son tour. Les différents animateurs des informations de tout genre sont un peu plus d'1 600 000 au Burkina Faso et autour de 3,5 milliards dans le monde selon la CIL, la Commission d'informatique et des libertés. Le forum du jour, c'est à leur intention. Le premier forum national des web activistes du Burkina Faso n'a pour autre ambition que d'amener ceux qu'on appelle journalistes d'un type nouveau, mais sans parfois la formation requise à être des acteurs de paix dans un contexte électoral. Oui, nous organisons ce forum parce que nous avons constaté à un certain moment donné que la toile était devenue violente. Le verbe était devenu une haine.
les gens s'insultaient avec de la délation, à telle enseigne que les gens se regardaient en chien de faïence. Et dans un pays qui veut se construire dans la paix, il ne sait pas bon que la jeunesse se comporte ainsi. Et c'est ça, nous avons dit, dans ce contexte triple qui est le nôtre, c'est-à-dire le processus de réconciliation nationale, l'organisation des élections et aussi la lutte contre le terrorisme, il va falloir que nous-mêmes, on arrive à s'entendre pour bien parler de notre pays et bien parler de nous-mêmes et bien parler entre nous. La CIL est l'institution qui s'évertue à recadrer les dérives sur les réseaux sociaux et tant que l'accès à cet outil de communication ne sera pas bien cadré, elle n'aura de repos, dit-elle. Porter atteinte à la réputation, à la vie privée de l'autre par ce canal et poster des images obscènes qui enfreignent la moralité, les bonnes mœurs, est devenue chose banale et courante. Avec plus d'1 600 000 utilisateurs de Facebook au Burkina Faso, nous devons plus que jamais réfléchir pour transformer cet instrument de communication et d'interaction de masse au profit de notre vivre ensemble et de la cohésion sociale, gage d'un développement soutenu de notre pays. Considérés comme des boxeurs d'en dessous de la ceinture, pour citer un ministre du gouvernement actuel, et comme étant des personnes à la solde des hommes politiques, les web activistes politiques marquent un tournant décisif dans leur carrière. À côté de ces usages vertueux, se développent malheureusement des actes malveillants. Et sous ce registre, les réseaux sociaux servent de support à des atteintes à la vie privée, à la diffusion de fausses informations et à des excès de toutes sortes. Les usages malveillants semblent supplanter les vertus, de sorte que les réseaux sociaux riment avec dérives, perturbations et espaces de non-droit. Le web activisme politique et non politique de nos jours sur les réseaux sociaux, état des lieux, la protection des données personnelles et de la vie privée sur les réseaux sociaux en période électorale, un impératif, l'utilisation citoyenne des médias sociaux en période électorale, sont entre autres les communications à l'ordre du jour de ce premier forum national des web activistes du Burkina Faso. C'est un phénomène qui a été dénoncé plus d'une fois par les web activistes tant il a la peau dure en dépit des sanctions. L'extrême surcharge des camions poids lourds sur les routes nationales. Ces véhicules le sont en violation des textes sous-régionaux et mettent en danger les vies des chauffeurs et des usagers de la route, en plus du dommage qu'ils causent sur les routes. À qui la faute? Chauffeurs routiers et responsables de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière s'accusent mutuellement. C'est le dossier de ce soir. Il est signé Arsène Konditamde. Chaque jour, de nombreux camions aussi surchargés que celui-là traversent les routes du Burkina Faso en provenance des ports des pays de la sous-région. Ces véhicules surchargés mettent en danger non seulement la vie des populations, mais aussi celle des conducteurs. Nous sommes surchargés et nous courons beaucoup de risques. Le risque, c'est quoi? Un chauffeur qui est surchargé, le camion n'a plus les moyens, n'a plus les freins nécessaires pour pouvoir freiner. La santé même du chauffeur fait partie, parce qu'un chauffeur qui devait quand même avoir peut-être 20 ans de conduite, si c'est avec ce que nous vivons aujourd'hui, l'extrême surcharge n'a même pas une longue vie, peut-être de 10 ans. Le contrôle des gabarits, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules poids lourds est pourtant régi par le règlement 14-2005 de l'UEMOA, une norme supranationale qui veut éradiquer le phénomène de la surcharge dans les 8 pays membres de l'Union. Selon ce règlement, les véhicules ayant un excédent de marchandises à l'essieu doivent être délestés. Le surplus doit être transbordé dans un autre véhicule à la charge de l'exploitant. Mais en lieu et place de ce délestage, l'ONASER privilégie la verbalisation des camions en infraction. 60 000 francs CFA comme amende par tonnage excédentaire et les camions peuvent reprendre la route. L'ONASER au niveau des axes était en surcharge, tu paies la contravention et tu continues de travailler le pays sans inquiétude. Donc pour nous, vraiment, c'est vraiment dommage. Voilà, parce que là, le problème n'est pas résolu. Il ne sert à rien que les véhicules sortent des ports chargés, surchargés, ils détruisent les routes et qu'ils arrivent au niveau des choses. On leur fait juste des verbalisations, on les verbalise juste pour l'excédent de tonnage qu'ils ont et on les laisse toujours continuer leur route. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'ONASER. Du côté de l'ONASER,
On a conscience du problème et les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour le résorber. Mais l'application des dispositions du règlement 14 doit d'abord se faire de façon concomitante dans les 8 pays de l'Union. La difficulté de l'application du règlement 14, les transporteurs et les conducteurs routiers le savent, c'est la non-concomitance de l'application. Ça veut dire quoi? Le Burkina Faso était un pays de l'Interland. Nous recevons la plupart de ces camions-là qui viennent des ports, des pays côtiers. Ils traversent donc un pays. Ils arrivent à notre niveau. Et donc, tout le problème de pouvoir appliquer. Selon Adama Kouraougo, l'ONASER ne peut être tenu pour seul responsable de la surcharge et de ses effets pervers. La responsabilité des chauffeurs routiers est également engagée selon lui. Ils sont dans leur rôle, les chauffeurs routiers, parce que quand on conduit un véhicule en surcharge, on ne peut plus le maîtriser. Il y a sa propre vie qui est mise en jeu. Mais ils peuvent aller au-delà. Ils peuvent aller au-delà de cette dénonciation, de ces accusations, pour prendre en charge leur destin en main. Ils peuvent refuser de conduire un véhicule qui est en surcharge. Et le monsieur dit que c'est lui qui a payé son camion, et voilà, si tu n'arrives pas à conduire, voilà, quelqu'un d'autre peut le conduire. Donc, vous voyez qu'actuellement, il y a le chômage qui est là. Donc, le monsieur se dit, ok, je me débrouille. Donc, c'est dans ça que vous voyez que plusieurs chauffeurs sont en train de travailler avec les transporteurs qui pratiquent vraiment ces surcharges-là. Chaque année, les effets de la surcharge sont évalués à environ 30 milliards de francs CFA. Les verbalisations, par exemple, ne rapportent que 2 milliards de francs CFA au trésor public. L'État burkinabé est donc celui qui paie le plus lourd tribut à cette extrême surcharge qui occasionne une dégradation accélérée du patrimoine routier. Le coefficient d'agressivité moyen est de l'ordre de 4 au Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Une route qui est prévue pour durer 4 ans, 20 ans plutôt, il faut diviser la durée par 4. Donc en 5 ans, cette route connaît une avancée, une dégradation avancée. Et les exemples sont là. Les nouvelles voies qui sont bitumées. Si vous voyez le sens de transport, le sens qui vient des ports, vous voyez que la route déjà a été transformée. L'autre phase de l'extrême surcharge, c'est la transformation anarchique des véhicules. Dans le règlement 14, aucun camion ne devrait excéder 16,50 m de longueur. Mais sur les routes, le constat est tout autre. Certains camions font jusqu'à 22 mètres. Nous trouvons que c'est ça même qui a amené même le problème actuellement quand vous voyez des véhicules avec beaucoup de silhouettes qu'on ne voyait pas avant. Parce que, à notre entendement, lui et moi, a fait comprendre aux gens que plus tu mets des essieux, plus tu peux encore transporter plus. Et ça a amené maintenant les commerçants, les transporteurs à transformer leurs véhicules. Le véhicule ou l'ensemble articulé ont besoin d'un certificat de mise à circulation. Et c'est la Direction générale des transports terrestres et maritimes qui donne ce certificat-là. Et vous savez très bien qu'un véhicule a besoin d'une vérification de la réception définitive qui est assurée par le CCVA. Les transformations également induisent du même coup le non-respect des normes en matière de charge et le non-respect des normes en matière de gabarit. En matière de mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA, le Niger est le pays cité en exemple. Le 19 septembre 2019 à Dakar, les ministres des Transports de la zone se sont engagés à la mise en œuvre du règlement. La mesure aurait dû prendre effet depuis le 1er juillet dernier, mais la pandémie Covid-19 a tout chamboulé et ramené son application au calendrier grec. Si le règlement 14 de l'UEMOA peine à être mis en œuvre au Burkina Faso, d'où ces surcharges que vous venez de voir tout à l'heure, c'est parce que les acteurs de la chaîne du transport ne sont pas au même niveau d'information. C'est le constat du CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, qui vient d'initier une série de rencontres d'échange à leur profit. Ce 24 septembre, ce sont les acteurs de Dakola dans le centre-sud qui sont bénéficiaires de cette séance de sensibilisation. Rémi Lambert-Nébier. Le secteur des transports est requis par des normes et des règlements nationaux et communautaires qui régissent les échanges. Mais ces procédures ne sont pas le plus souvent familières aux différents acteurs. Et bien que légales, elles s'érigent du même coup en obstacle dans les opérations de transit.
Il y a tellement d'incompréhension et de tracasseries parce que des fois on a des difficultés vis-à-vis des bascules au niveau de la chambre de commerce, les bascules au niveau de l'ONASER. Des fois les gens chargent, ils passent au niveau de la chambre de commerce. Le tonnage est différent. Au niveau de l'ONASER, il faudrait que les gens comprennent leur rôle et que les gens comprennent qu'au niveau de l'ONASER, c'est la charge à l'essieu et l'autre côté, c'est le poids réel du fret. Donc, c'est des éléments différents dont les gens doivent capitaliser à la fin et les acteurs de la chaîne doivent pouvoir parler le même langage. Le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, veut mettre tous les acteurs de la chaîne des transports sur la même longueur d'onde. Transitaires, conducteurs et transporteurs routiers, chargeurs et agents des services de contrôle et de sécurité sont réunis à Dakola, ville frontalière, avec le Ghana pour un atelier d'échange et de sensibilisation afin de susciter plus de professionnalisme des acteurs concernés. Alors, au cours de cette session, il y a un instrument qui est de référence à nos jours, qui est l'accord pour la facilitation des échanges. Alors, la session va tourner autour de cet instrument. Et également, nous allons aborder la question relative au règlement 14 de l'UEMOA. Accessoirement à ces deux thèmes, nous allons également aborder la question de la sécurité routière. Et ça va nous permettre de faciliter, bien sûr, les échanges au niveau donc de la frontière. Et c'est ça qui explique et justifie bien sûr le profil. Vous allez voir, les transitaires sont là, les transporteurs sont associés et surtout la sécurité également. Ça leur permet d'harmoniser les points de vue afin de faciliter les échanges au niveau donc de la frontière et même à l'intérieur donc de notre pays. Après Dakola, le Conseil burkinabé des chargeurs compte initier le même cadre de sensibilisation dans la capitale et dans d'autres postes frontaliers comme ceux du Togo et de la Côte d'Ivoire. Sensibilisation, formation également au profit des diplomates afin de veiller à une identité nationale, un développement et une protection des droits des concitoyens à l'étranger. Les diplomates doivent maîtriser et comprendre les contours de la gestion de l'état civil. C'est tout le sens de la présente session. Justin Amonto. C'est sur la gestion de l'état civil. Pour une identité nationale, un développement et une protection des droits des citoyens à l'étranger, ces diplomates sont réunis ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il est question de comprendre les contours de la gestion de l'état civil dans les missions diplomatiques. Il faut dire que ce séminaire à sa deuxième édition. Je peux dire que nous avons une expérience maintenant sur cette formation. Donc le module principal, je dirais, c'est sur l'état civil. Vous savez que l'identité des personnes est très importante. Donc pour les Burkinabés qui vivent à l'extérieur, il faut les enregistrer comme si ils étaient au Burkina. Cette session de formation du personnel affecté dans les missions diplomatiques et consulaires est aussi une occasion d'échanger sur les droits et devoirs du diplomate en poste. Elle porte également sur la gestion administrative et financière ainsi que les enjeux du numérique pour la diplomatie burkinabé. Vous savez, la gestion de nos ambassades, ça coûte. Ça demande qu'on puisse en tout cas être le plus efficient possible avec les ressources publiques. Donc c'est de travailler de sorte qu'on puisse, avec le peu de moyens que nous avons, que nous puissions faire beaucoup de choses. C'est un peu dans ce sens. Durant ces 3 jours, les participants vont communiquer entre autres sur les droits et obligations du diplomate en ambassade. Voyons à présent ces chiffres. Plus de 60 000 enfants enrôlés et transférés à l'école primaire. Au soir du bilan, le projet Passe Plus se frotte les mains. Le projet qui entend contribuer à assurer une éducation pour tous au Burkinabé est à sa dernière année de mise en œuvre. Madina Sionou. 2020, dernière année de mise en œuvre du Passe Plus, le projet d'accès à l'école primaire par la stratégie de scolarisation accélérée à travers les centres à Passerelle. Ce projet, qui entend relever le défi de l'éducation pour tous au Burkina Faso, a permis d'enrôler et de transférer plus de 60 000 enfants à l'école primaire.
Le projet Pass Plus est une alternative pertinente et efficace à la résolution de la problématique des enfants hors école et en parfaite harmonie avec la politique éducative de notre pays. Des résultats sont déjà tangibles et encourageants sur le terrain. Au titre des acquis, nous pouvons retenir l'ouverture et le fonctionnement de 1388 centres SSAP qui ont permis d'enrôler 34 984 enfants hors école, dont 50% de filles. Le transfert de 18 949 enfants, dont 50% de filles à l'école primaire, et l'inscription directe de 4 032 enfants à l'école primaire. Pour la mise en œuvre du projet Pass Plus, le ministère en charge de l'Éducation nationale bénéficie de l'accompagnement d'ONG associations dont la Fondation Strom et Plan International Burkina. Au regard des résultats atteints en 5 ans, le projet Pass Plus pourrait être renouvelé. Nous espérons que les différents bailleurs de fonds ou les différents partenaires financiers seront intéressés à renouveler ce projet ou même à l'étendre parce que les besoins sont énormes en matière d'insertion des enfants dans le milieu scolaire. Et donc, je pense que oui, il a atteint des résultats extrêmement importants et nous pensons qu'il sera reconduit. Le projet Pass Plus intervient dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso précisément, le projet est mis en œuvre dans les régions des Hauts-Bassins, du centre-est, du centre-nord, du sud-ouest et du nord. S'organiser pour mieux exercer leur citoyenneté et pour mieux contribuer à lutter contre l'insécurité. Les Dozo veulent être en avant-garde en étant l'œil et l'oreille des forces de défense et de sécurité. Une dynamique saluée par le ministre de la Défense. Chérif Sy a pris part à l'Assemblée générale de la confrérie des Dozo, tenue à Bobo-Dioulasso. Soto Justin Dabiri. Ils sont venus de plusieurs contrées du pays pour réaffirmer leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme au Burkina Faso. Au cours de cette Assemblée générale, plusieurs questions en lien avec la sécurité et la citoyenneté seront abordées par les participants. On va parler du Dozoya, donc des questions de Dozo elle-même. On va aborder ensuite les questions de sécurité. Le ministre de la Défense est venu ici pour prouver que les Dozo font quelque chose pour aider le pays. On veut que ce soit encore mieux organisé pour que ce soit plus efficace, qu'on n'entende plus qu'il y ait des morts par-ci, par-là. En tout cas, dans la zone où il y a des Dozo. Les Dozo font partie de la société. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux. Et il faut que les Dozo participent, qu'ils montrent qu'ils sont exemplaires à ce niveau ici. Nous les avons invités à participer aux prochaines élections de façon massive pour montrer que les Dozo sont des bons citoyens. Il sera également question de la mise en place d'une fêtière unique des Dozo du Burkina en vue de parler d'une seule voix. On posait une réflexion pour voir comment les Dozo peuvent contribuer dans cette lutte contre le grand terrorisme, accompagner les autorités, les forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est qu'une contribution. Ils font déjà beaucoup, ils sont sur le terrain, mais nous ne pouvons pas rester indifférents, car c'est notre pays à nous tous. Et raison pour laquelle nous avons fait appel à l'ensemble des Dozoba pour créer un cadre de concertation. Parlons d'union, parlons de paix, de cohésion sociale et accompagner vraiment notre pays pour pouvoir libérer le Burkina Faso. Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre en charge de la Défense nationale reconnaît la contribution combien importante des Dozo dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Nous disons, pour ce que nous avons constaté, que partout où il y a eu des Dozo, quand des individus sortis de je ne sais où sont venus pour agresser les populations, les Dozo ont toujours été à l'avant-garde. C'est ce que nous avons vu, que nous disons. Nous avons dit que dans la lutte contre le terrorisme, partout où il y a des Dozo, pour ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, ils combattent. Donc pour nous, ce sont des patriotes. C'est pour ça que j'ai dit Anjula ou Ifaso Kanu. Ça veut dire qu'ils ont l'amour de la patrie.
Des dozos venus de la sous-région ont également pris part à cette assemblée générale. L'objectif étant de créer un cadre de concertation pour permettre aux dozos d'apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso et dans la sous-région. L'actualité malienne, avant de nous quitter, le président de la transition a effectué sa toute première sortie publique ce jeudi. Le colonel Mbadao a rencontré le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Première sortie du président désigné du Mali. Ce jeudi, le colonel Mbadao a fait sa première apparition publique lors d'une rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Des discussions sont en cours entre la junte et l'organisation régionale sur une levée des sanctions en vigueur depuis le coup d'État du 18 août. Cette décision devrait intervenir après la prestation de serment de Mbadao comme président de transition ce vendredi. Le colonel à la retraite fut un éphémère ministre de la Défense d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2014, pouvant ainsi coller à l'étiquette de civil réclamée par la CEDEAO pour une reprise des échanges financiers et commerciaux. Son investiture marquera le début d'une période de transition de plusieurs mois pour préparer des élections générales et le retour de civils à la tête du Mali. Il devra rétablir l'ordre dans un pays en proie à une insurrection djihadiste et enflammé par des tensions ethniques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes nombreux à nous faire confiance depuis Fadan Gourma. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités.